Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs de SM Télévision, mais aussi des Rituels Télévision. Je vous dis un très grand merci pour cette marque de fidélité que nous sommes en train de porter ensemble, entre nous et vous aussi, vous qui avez l'habitude de nous suivre chaque jour dans vos antennes à partir de 11h à 17h et même à 22h30 juste après le journal pour suivre votre magazine Tolinga Congo. Tolinga Congo, c'est un espace où nous recevons tout le monde. On a la possibilité de débattre sur plusieurs sujets, à moins que cela ne puisse pas vous déranger, mais sinon on est ouvert à tout le sujet politique, sujet économique, sujet sécuritaire, sujet culturel, sujet environnemental, sujet terrorisme, politique internationale. On est vraiment ouvert à ça. Donc si vous êtes concerné et que vous avez quelque chose à dire, les numéros qui s'affichent juste devant vos petits écrans, il y a possibilité de nous appeler. Mais aussi, vous avez la possibilité de nous suivre sur Beru TV, une application qui est sur Google Play Store. Vous téléchargez Beru TV ou bien EGG TV, il y a possibilité de suivre. Il y a plusieurs chaînes à l'intérieur. Vous allez sur Rituels Télévision et vous allez nous suivre. Mais aussi, nous sommes en direct et en live sur YouTube SM Congo Nabiso. Que ce soit sur SM Congo Nabiso, que ce soit sur Tolinga Congo TV, nous vous invitons à venir s'abonner pour essayer de nous aider. Mais une fois que vous nous suivez, vous likez la vidéo, essayez aussi de le relayer, de le partager pour d'autres personnes qui soient informées comme vous, vous êtes en train de le faire. Voilà. J'étais en train d'arranger la cravate, j'ai constaté comme si c'était un peu excentré. Alors, on revient encore avec ceci. À un certain moment, la politique, on doit aussi le faire avec conscience. Et à un certain niveau de poste, vous devez aussi être honnête à ce que vous êtes en train de faire. Même si nous savons que la politique en RDC, la cité, on le définit comme étant un art de mentir, mais à un certain degré de choses, essayez un peu de faire les choses avec beaucoup plus de lucidité et de vérité. Il ne faudrait pas qu'on sache que vous êtes expert en mensonges et que les gens sachent qu'ils vous détestent déjà parce que vous, du moins, tout ce que vous dites que de mensonges. La population congolaise n'est pas dupe. Même si cette population est à un grand pourcent analphabète ou même illettré, mais ne pensez pas que ces gens-là ne sont pas aussi informés. Ils le savent. Ils comprennent aussi les choses. Donc à un certain niveau, nous devrons savoir dire la vérité. On revient sur ces plateaux parce qu'on constate que certains ministres, puisqu'il y a un vent qui souffle du remaniement qui se pointe dans l'horizon, mais il y a de ceux-là qui pensent qu'il faut maintenant chercher à prendre le mérite des autres, les mettre sur leur dos, sur leur mérite, pour que le chef de l'État soit, peut-être qu'il soit charmé dans le sens de dire, non, voilà, lui, du moins il fait bien, je dois le reconduire. Les réformes dans le secteur pétrolier reviennent à qui? Même si aujourd'hui nous pouvons bénéficier de 79 milliards de francs congolais par mois, même si aujourd'hui on peut générer 200 ou 290 ou 250 millions de dollars par an, mais à qui reviennent les réformes dans le secteur pétrolier pour que la République démocratique du Congo aujourd'hui puisse se taper la poitrine pour dire voilà, grâce à tel ou à tel ministère ou ministre, nous sommes arrivés à tel résultat et voilà ce que la République est en train de gagner. Nous revenons sur ce plateau avec M. Narcisse. Parce que dans plusieurs médias, nous l'avons aussi suivi sur Bosolo TV, je le cite, où Sango, notre confrère Israël Mutombo, donnait le mérite
de ces réformes-là à Doudou Famba, alors que Doudou Famba, ministre des Finances, nous l'avons démontré ici que les réformes dans le secteur pétrolier ne reviennent pas à lui. Donc, soit c'est le ministère qui est en train de gérer les mensonges pour duper la population au travers des journalistes, ou alors soit ce sont les journalistes qui sont engagés pour chercher à donner au ministre Doudou Famba ce qui ne lui revient pas comme mérite. Mais nous sommes toujours là pour vous éclairer. Dans les jours à venir, il ne faudrait pas qu'il y ait un ministre qui passe pour mentir. Non. La République démocratique du Congo, nous sommes déjà assez avec le mensonge. Sur ce plateau, on revient encore avec M. Narcisse, toujours dans le sens d'éclairer la population congolaise sur les réformes. À qui revient le mérite? Nous allons les découvrir. M. Narcisse, merci, bonjour et bienvenue. Bonjour Ndeko Jean-Serge, merci beaucoup pour l'invitation. Une fois de plus, vous revenez, c'est pour un troisième numéro. L'année passée, on avait fait un numéro lorsque le VPM ministre avait initié les réformes et on a vite vu les retombées. Il y a eu d'abord après grève des conducteurs, il y a eu baisse des prix du carburant. Premier volet, deuxième volet, troisième volet, jusqu'à ce que nous avons atteint le niveau où nous sommes aujourd'hui avec le carburant. Quand bien même les transports, il n'y a même pas une tarification qui suit la baisse du carburant jusqu'à aujourd'hui. On a fait une émission sur ce et vous avez même dit qu'il y a même une lettre, le chef de l'État avait écrit au ministre, le VPM Mukoko Samba, mais le VPM, au moyen de ces réformes, a fait bénéficier à la République une bagatelle somme de plus de 250 millions de dollars. Mais du coup, cette année, on constate que non, le mérite revient au VPM, au ministre d'État, Doudou Famba, ministre des Finances. Nous avons parlé de ça la fois passée, avec la publication de notre consoeur Rachel Kitita. Mais curieusement, il y a certains qui nous ont appelés comme journalistes pour vérifier l'information. Ils nous ont appelés et on leur avait dit non, voilà, revoyez l'émission. Vous allez constater que M. Narcisse est en train de parler des mérites du VPM Mukoko Samba. Je leur ai envoyé même le lien pour qu'ils puissent voir l'émission que nous avions fait avec vous en 2025. Même, on ne se limite pas là. Il y a Sambo, Israël Boutombo Dabosolo, qui relaie encore le message de Rachel pour dire non, voilà, c'est grâce au ministre Doudou que la RDC aujourd'hui peut générer 74 milliards de francs congolais par mois dans le secteur pétrolier. Qui dit vrai, qui dit faux? Ndeko Jean-Serge, merci une fois de plus. Je pense que nous sommes dans la continuité de ce que nous avons commencé il y a deux ou trois jours de cela, si je ne me trompe pas. Et donc, je voudrais tout d'abord commencer par dire ceci. Ne donnons pas la raison à toutes les personnes qui pensent que la corruption a aussi rejoint les milliers de formations, les universités ou les métiers tels que les journalismes et autres. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Nous étions ici il y a des jours de cela où nous avons fustigé la communication, la fausse information diffusée par votre consoeur, Rachel Kitita, qui en principe, en tant que journaliste, était censé s'appuyer sur des faits vérifiables et véridiques. Curieusement, on constate une fois de plus un autre journaliste qui est très influent, très suivi. Retenez très bien, ce ne sont pas des petits journalistes. Ce sont des journalistes qui se sont déjà imposés, qui sont influents auprès de la population, auprès de la masse. À travers ces gens, ces journalistes, on est en train de diffuser une fausse information. Je vais vous expliquer la stratégie, après analyse à mon niveau,
ce qui découle de cette campagne négative, en tout cas, à l'encontre de mérites qui sont censés, en tout cas, ou qui est censé revenir au ministère de l'économie. Il relaie une information juste en disant le mérite, grâce à Doudou Fwamba, nous sommes passés de 4 milliards à 79 milliards liés aux droits fiscaux qui sont prélevés dans le cadre des recettes qui ont été mobilisées dans ce secteur-là. C'est bien de dire une chose, mais nous parlons des résultats enregistrés par des institutions de la République. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites est vrai? Moi, c'est la question que je leur poserai. Ils sont des journalistes. Vous n'allez pas entendre, écouter une information sans pour autant la vérifier et venir la diffuser à la télévision. Pour quel objectif? C'est ça la plus grande question. Et je vais vous démontrer par mon analyse, en tout cas les différentes hypothèses selon les éléments en ma possession qui nous brossent, si vous voulez bien, un cadre d'une campagne médiatique de communication qui a été mise en place. Je ne sais pas identifier qui est réellement derrière ça, mais à travers les analyses ensemble, nous pourrons en tout cas essayer de dégager des pistes de solutions qui pourraient nous aider à comprendre qui pourrait être derrière une telle campagne. Donc, voilà ce que moi j'ai commencé par fustiger de Jean-Serge. Nos frères et sœurs journalistes doivent apprendre à faire leur métier de manière objective, à faire preuve de moralité et de l'éthique. Donc, je fustige ce comportement, cette façon de faire de Rachel Kisita et aujourd'hui par aussi Deko Sango Israël Mouton. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, maintenant, la question, elle est posée, Jean-Serge, je l'ai démontré la fois dernière, que moi, je ne viens pas raconter des choses. Je viens brandir des preuves, des éléments factuels qui démontrent clairement que ce que je suis en train de vous dire et dire à nos concitoyens, que c'est bel et bien le ministère des Finances qui est le vrai père de cette prouesse qui est enregistrée. Parce que cette prouesse existe, elle est vraie. Le ministère des Finances ou le ministère de l'économie? C'est le ministère de l'économie qui est le vrai père du mérite lié à cette prouesse. Et je l'ai démontré la fois dernière. Pour rappel, pour ceux qui nous regardent, le ministère, ici, on est dans un secteur pétrolier. Ce secteur, il est, entre guillemets, si vous voulez bien, géré par, d'une part, le ministère des hydrocarbures et de l'économie, mais avec l'appui du ministère des Finances. Je vais vous expliquer très rapidement, pour que les gens nous comprennent très très bien, quels sont les rôles que joue chacun de ces ministres-là. Le ministre des hydrocarbures, son rôle est simple. C'est la personne qui s'assure que l'exploitation des produits pétroliers dans notre pays s'est fait de la meilleure manière qui puisse être. Mais également, il s'occupe également de s'assurer que l'utilisation des produits pétroliers sont également faites selon les normes et selon la politique définie par les gouvernements de la République. Donc, il est au niveau de la traçabilité et du contrôle. Ça, c'est le ministère des hydrocarbures. Ensuite, vous avez le ministère de l'économie. Qu'est-ce qu'il fait, le ministère de l'économie, Jean-Serge? Le ministère de l'économie, je l'ai dit, il est le patron du marché. Vous avez un produit, mais ce produit doit être consommé. Mais il va être consommé dans quel cadre? Le cadre ici, c'est le marché. Le marché implique des acteurs. Les acteurs du marché, d'une part, il y a des producteurs, ceux qui produisent et qui commercialisent les produits pétroliers. Et de l'autre part, vous avez les consommateurs. Les consommateurs, ici au Congo, nous en avons des catégories. Par rapport aux produits pétroliers, nous avons d'une part des sociétés minières
qui sont les plus grands consommateurs des produits pétroliers dans notre pays. Je vous ai indiqué ça, c'est là la dernière fois que j'étais ici sur ce plateau. Je vous ai dit ici que 75% du volume du carburant, en tout cas en consommation du carburant dans notre pays, est enregistré dans la zone sud-est. La zone sud-est implique les provinces suivantes. On va dire les Grands Katanga, l'espace Grand Katanga. Mais vous et moi savons, et tout le monde le sait, que c'est dans cette partie-là que l'activité minière est intense. Donc, les miniers sont les plus grands consommateurs des produits pétroliers dans notre pays. Donc, vous avez cette catégorie-là de consommateurs. Et de l'autre côté, vous avez la consommation liée à la population. On appelle ça la consommation domestique. Et donc, comme je l'ai dit, c'est des, on va dire, catégories qui constituent l'autre partie des acteurs du marché, c'est-à-dire les consommateurs, par rapport à ces secteurs-là. Producteurs, consommateurs. Maintenant, avançons. Donc, il régule ces marchés-là, les ministères de l'économie, pour que ces deux acteurs-là commercent. L'un vend, l'autre achète, consomme. Vous comprenez? Mais comment il le fait? Il le fait à travers ce qu'on appelle la structure ou les structures des prix. C'est qu'il faut aussi retenir. Dans notre pays, les structures des prix sont définies en tenant compte des zones économiques. Nous avons la zone nord, la zone sud, la zone ouest et la zone est de Cogent-Serge. Et donc, en fonction de ces différentes zones, chaque zone a ses réalités. Chaque zone a ses contraintes, ses exigences. En fonction de ça, les ministères de l'économie, en concertation avec les différents acteurs du marché, entre autres les producteurs, à travers ce qu'on appelle les comités de suivi des prix des produits pétroliers. Je vous ai dit l'autre fois que ce comité est composé de qui? Des acteurs des produits pétroliers, les membres de la présidence, de la primature, du ministère de l'économie, du ministère des finances, du ministère des hydrocarbures, tous ensemble dialoguent pour trouver les compromis pour une structure de prix applicable dans ces marchés, profitable à tous les acteurs, l'État, les pétroliers, mais également la population. Voyez-vous? Et donc, à partir de ces moments-là, on ne peut pas faire porter les mérites des résultats qui sont enregistrés, générés par l'activité économique au ministère des Finances. Parce que ce n'est pas son rôle. Je vais citer très rapidement. Donc, en gros, le ministère de l'économie, il a la responsabilité de mettre en place des politiques publiques qui permettent à l'État de générer des recettes à travers les activités économiques. Et derrière ça, une chose très importante, au-delà de la structure des prix, il y a également la politique de taxation de ce qui se passe en termes d'échange ou de l'activité économique au niveau du pays. Et donc, pour finir, les ministères des Finances maintenant viennent, on va dire, en aval. Après que les deux autres ministères ont fait ce travail-là, lui, il vient pour collecter des dividendes ou des recettes, des taxes, des impôts générés à travers les activités économiques que les ministères de l'économie gèrent et pour lesquels il est le patron. Et aussi, il gère cet argent-là. Cet argent-là, c'est lui qui est censé financer les dépenses publiques. Quand on a besoin de X montants par rapport à tel projet, c'est le ministère des Finances, à travers l'argent qu'il a collecté et qu'il gère, qu'il finance, il décide de manière rationnelle. Ok, je donne X montant ici, je garde ici parce qu'on a d'autres besoins aussi à gauche. Merci. Voilà en gros ce que les gens doivent comprendre et retenir des rôles que joue chacun de ces ministères-là. Merci. Ici, il est question de faire voir à notre spectateur, à un certain niveau de vie, il faudrait que les gens soient pragmatiques et véridiques dans leur manière de faire les choses. Donc, il ne faudrait pas qu'on se voile, il ne faudrait pas qu'on se cache derrière les rideaux, mais on doit dévoiler les choses.
Donc le ministère des Finances, au travers de la DG, la DGRAD, et la DGRAD, donc au travers tout ce qui est comme organe de redevance, vient juste prélever la taxe ou l'impôt. Tout à fait. Donc il a... Mais le ministère de l'économie, les ministères des hydrocarbures, ce sont ces ministères-là qui ont la capacité de mettre une politique sur le terrain, ensemble avec le consommateur et les hommes d'affaires, le privé, pour générer des recettes, mais à un certain niveau, la DGI veut prélever simplement l'impôt. La DGI ne donne pas la direction des choses à faire. Non, pas du tout. Donc le ministère des Finances ne donne pas une orientation. Pas du tout. Comme je l'ai dit, comme vous l'avez si bien mentionné, les hydrocarbures, c'est dans l'exploitation. C'est pas dans la consommation, c'est dans l'exploitation. Qui peut exploiter? Et comment cette exploitation doit se faire? Les ministères de l'économie, c'est celui qui régule les marchés. Comment l'activité économique autour de ces produits pétroliers va se passer dans les marchés. Donc, où, comme je l'ai dit, on doit vendre, il y a un autre acteur qui doit acheter. Et donc, maintenant, les ministères des Finances, comme vous avez dit, à travers les organes, entre autres, ici les cas sur la DGDA. La DGDA est tout au long des frontières de la République. Quand les produits pétroliers arrivent, pour que ça rentre au pays, c'est la DGDA qui est on va dire la police au niveau de frontière, qui s'assure de savoir quelle quantité, quel produit rentre au niveau du pays. Et toujours à ce niveau-là aussi, il y a maintenant les hydrocarbures dans son autre rôle de suivi de comment est-ce que cela doit être utilisé au niveau du pays, les produits pétroliers. Il a un organe qui l'accompagne en termes de traçabilité, mais aussi de marquage moléculaire. Merci. Je vais expliquer rapidement. Comprenez une chose. Puisqu'on a deux catégories de consommateurs au pays, c'est-à-dire la population, la consommation domestique, et puis vous avez dit de l'autre côté la consommation des sociétés minières. Et donc, vous devez distinguer les carburants qui est destiné à la consommation des miniers et la consommation qui est destinée à la population. Et donc, à ce niveau-là, cet organe du ministère des hydrocarbures intervient pour faire ce qu'on appelle les marquages moléculaires. Ça veut dire tout simplement qu'il teinte les carburants qui arrivent de différentes couleurs. Donc, vous avez peut-être la couleur, on va dire orange ou on va dire rose. On a pour la consommation des miniers, par exemple. La couleur, par exemple, un peu légèrement peut-être vert, c'est pour la consommation domestique. À partir de ces moments-là, il y a une traçabilité qui est établie, qui permet à la DGDA, à travers ces différents rapports, de savoir quelle est la quantité de carburant qui a été consommé par les miniers à travers ces stocks de carburant destinés à leur consommation et combien la population a consommé. Et ce qui permet à l'État, puisque les carburants, la consommation de la population est subventionnée à un certain niveau par l'État, que l'État calcule les pertes et manques à gagner qu'il est censé payer aux sociétés pétrolières. Vous comprenez la logique? Ça, c'est la pire logique. C'est une logique pure et qui est appliquée et applicable jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, vous comprenez qu'on ne peut pas, dans pareille configuration, considérer que les ministères des Finances est les patrons d'une réforme qui génère des recettes au niveau du marché économique. Alors, il y a une question. Il y a chaque fois conseil des ministres, chaque vendredi presque, selon la Constitution, il y a conseil des ministres. Alors, est-ce qu'il est demandé à chaque ministre d'apporter au conseil du ministre ses propositions ou sa politique dans son domaine, ou peut-être s'il faut voir que non, j'ai la nouvelle structure de prix à mettre sur le marché, qui est censé amener ces réformes? Le ministère de l'économie, ou c'est le ministère des hydrocarbures, ou le ministère des Finances au conseil des ministres?
Au regard des explications que je viens de donner. Et s'il y a un document, si on peut le balancer, comme ça on va le balancer. Au regard des explications que je viens de donner, c'est simple à comprendre. Les conseils des ministres se tiennent chaque vendredi. Et je vous renvoie au conseil des ministres, à la 52e conseil des ministres, qui s'est tenu au mois de septembre de l'année passée, durant lesquels, dans les points notes d'information, ce n'est pas le ministère des Finances qui vient faire les comptes rendus ou qui vient communiquer si déjà à cette époque-là, les prouesses étaient déjà palpantes. Déjà, les ministres de l'économie, les VPM de l'économie, d'ailleurs, Ngoko Samba, a communiqué officiellement au ministère. Il y a un document que je vous ai partagé. Si nos amis au niveau de la régie peuvent nous balancer James, ces documents-là. mettez-nous le premier document. Mettez-nous le premier document, première page. C'est écrit compte rendu de la 58e réunion ordinaire du Conseil des ministres, vendredi 12 septembre, je crois, 2025. Et voilà, il y a 4 points à l'ordre du jour, communication du président de la République, et ainsi de suite. Mettez-nous le deuxième document. Les points 2, points d'information. Voilà, le point 2.5, note d'information relevant de l'économie nationale. Est-ce qu'on parle de finances ici? Non, moi j'ai dit. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté au Conseil les particularités nouvelles structures des prix des produits pétroliers des zones sud et est contenu dans l'arrêté interministériel du 2 mai 2025 portant taxation des carburants terrestres et d'aviation destinés à l'activité minière et ou cédés aux entreprises minières et leurs sous-traitants, lesquels ont fait l'objet d'une mission de vulgarisation. L'exécution de ces dispositions en application de l'arrêté interministériel ci-évoqué a généré le résultat financier extraordinaire sur la période en termes de ressources publiques tant fiscales que parafiscales. Alors, donnez-nous la dernière page. Donnez-nous la dernière page. Voilà, par ailleurs, il a précisé que certains, ainsi de suite, commencé à 15h10, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h26 pour le ministère de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement en mission, Augustin Kibasa Maliba Lou Balala, ministre de l'économie numérique. Merci, James. Non, je vous donne la parole. Voilà, vous venez de lire, vous venez de projeter. Je suis tenté de prendre votre place de journaliste et de vous poser la question, mais je ne pourrai pas le faire. En quoi, où est-ce que vous avez vu le ministère des Finances venir informer au gouvernement des prouesses d'une réforme qui a été menée entre guillemets par lui? Si cette réforme a été menée par les ministres ou les ministères des Finances, ça aurait été logique et cohérent que ce soit lui, au niveau de ce point, le point D du Conseil des ministres, de communiquer les prouesses, les résultats extraordinaires qui ont été enregistrés grâce à la nouvelle structure des prix qui concerne la zone Sud, Est et Est du pays. C'est clair. Et je vous ai dit ici que ce n'est pas le ministère des Finances qui définit la structure des prix. C'est le ministre de l'économie. D'ailleurs, pour votre information, il y a un autre document. Ce document, c'est maintenant l'arrêté ministériel qui consacre la nouvelle structure des prix dans ces différentes zones. Voyez-vous que je vous demanderai aussi de partager pour que nos amis le voient. James, arrêtez, pas celle de couleur jaune, l'autre là.
La note de transmission. La note du secrétariat général du ministère de l'économie. Voilà. Essayez de revenir à la première page. La première page, voilà. Ministère de l'économie nationale, transmis copie, ainsi de suite. Essayez un peu de zoomer, on peut lire concerne. Essayez de zoomer encore une fois de plus. Ça nous permet quand même de voir. Donc à ce niveau, concerne, on va voir les concerns. Montez encore. Concerne. Voilà, ok. Transmission, arrêté ministériel portant fixation de prix. Ok, wapi papa. Ah, tu me fais souffrir avec les yeux. Il fallait mettre ça seulement au milieu là-bas. Transmission, arrêté ministériel portant fixation de prix de consommation terrestre, aviation, bon, ainsi de suite. Bon, dis-moi, il y a un document du secrétariat général. Secrétariat général, parce que pourquoi... Deuxième page, montre-nous qui a signé. Qui a signé? Montre-nous la signature. Voilà. Célestin Tweete Yamwembo. C'est le secrétaire général du ministère de l'économie nationale. Voilà. Alors, bon, on va venir. On essaie quand même d'avancer avec ces éléments. Donc, Rachel Kitita et Sango, Bosolo la politique, Bosolo la politique. Donc, vous êtes censé dire la vérité. Aux éléments, déjà, les deux éléments qu'on vient de montrer que M. Narcisse a mené sur ce plateau, je ne sais pas si vous avez dit Bosolo la politique ou vous avez menti dans la politique, tout le coup dans la politique. Donc il fallait, comme M. Narcisse a dit, un journaliste doit vérifier l'information à la source avant de publier. Prouesse, il y a Doudou Fouamba. Oui. Mais est-ce que c'est lui qui a apporté les réformes? Dans le conseil de ministres, on dit que c'est le ministère de l'économie nationale qui a apporté les réformes. Je vous donne la parole, parce que moi je ne saurais pas trop parler à votre place. En tout cas, nous, on ne vient pas raconter des histoires. Moi, je viens vous relater de faits, avec des éléments factuels qui prouvent mes propos. Je ne fais pas ici, je ne viens pas désinformer la population, je viens informer la population. Je ne suis pas journaliste, mais je me trouve dans l'obligation, regarde les valeurs que je porte, de me réserver de venir mentir pour une raison ou une autre à la population. Non, je viens dire la vérité et les preuves les confirment. Conseil des ministres, 58e Conseil des ministres, vous avez vu les documents. Point d'information, point 2, vous avez au niveau du point 5, du point D, l'information du ministère de l'économie qui informe sur les prouesses extraordinaires que la nouvelle structure des prix émanant de cette réforme a commencé à générer. On était déjà à 1500% à l'époque. Ensuite, vous avez ces documents dans la note de transmission du secrétaire général du ministère de l'économie. Celui-là, il n'agit pas de manière délibérée. Il ne fait que poser un acte administratif relevant d'une décision politique. Laquelle décision politique est les nouveaux arrêtés ou les nouveaux arrêtés ministériels qui ont été pris dans le cadre de nouvelles structures des prix dans différentes zones, entre autres la zone Sud et Est, qui consacre justement à l'État, on va dire, la bonne nouvelle de mobiliser suffisamment de recettes liées aux droits fiscaux par rapport à l'activité pétrolière au niveau du marché. Voyez-vous? Donc, ce sont des faits. Les faits... Alors, James, pendant qu'on est en train de parler de tarification, j'aimerais que vous puissiez nous illustrer la grille de tarification pendant que nous on parle ici, de nous faire passer, pendant que nous on essaie d'analyser la grille de tarification. Voilà, c'est... Vous avez structure domestique, comme vous avez dit, structure domestique des prix des carburants
terrestre du 7 novembre 2027. Et là, vous avez cette grille pour... voilà, là, c'est ouest. Hein? Oui, ouest, la zone ouest. La zone ouest. Ok, on avance. Présentez-nous notre... voilà, c'est toujours zone ouest. Vous pouvez passer. Zone nord, voilà. Passer. Zone nord, c'est bon. James, on a déjà vu. Est-ce qu'il y a un autre? Oui. S'il y a un autre, si c'est pas encore prêt, voilà. Donc, tout ça, c'est... Alors, lui-même, le verbe Mukoko Samba, il n'a pas encore communiqué sur ça. Il n'a pas un document où il parle de soit des prouesses, soit des tarifications, soit des réformes qu'il a apportées. Non, mais les documents les plus probants ici, c'est l'arrêté ministériel. L'arrêté existe. Mais on peut aussi faire voir à nos amis l'arrêté. L'arrêté existe. Qui peut venir remettre en question les pouvoirs d'un arrêté ministériel qui consacre l'avènement d'une nouvelle structure des prix? Cet arrêté ne porte pas la signature de Doudou Fama. Il porte la signature du ministre de l'économie, l'actuel, le VPM de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Aussi simple que cela. C'est lui qui a apporté... Donc, il donne déjà l'arrêté ministériel pour l'exécution. Bien sûr. Parce que le CG, le secrétaire général, ne peut pas poser un acte qui précède l'existence d'un arrêté. Lui n'est qu'un administratif. Il ne fait que rendre ou prendre des mesures administratives pour rendre effectif l'applicabilité de l'arrêté ministériel. Okay. Donc, l'arrêté est une décision politique. La lettre de transmission est, est un acte administratif, un document administratif qui consacre l'applicabilité de l'arrêté. James, avant on va encore revenir avec les grilles, mais présentez-nous les documents jaunes. Présentez-nous les documents jaunes. Les documents jaunes. Première, voilà. Ministère de l'économie. James, moi j'ai un problème avec mes yeux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de zoomer encore, hein? Comme ça on va essayer de lire pour nos téléspectateurs, hein? Voilà. Ministère de l'économie nationale, vice-premier ministre, Kinshasa, 14 novembre 2025. Arrêté ministériel numéro 023 bar cabinet bar VPM, vice-premier ministre, bar ministère de l'économie nationale, bar Daniel Mukoko Samba, bar TNM cycle 1, peut-être que je ne maîtrise pas bien, bar 2025, du 14 novembre 2025, portant fixation des prix du gaz, de pétrole liquéfié, je paie dans la zone ouest. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale vit la constitution telle que modifiée, vit la loi organique, vit la loi numéro 015, vit l'ordonnance, ainsi de suite. James, essayez un peu de monter un peu, vit l'ordonnance, vit la loi, vit la loi, vit la loi. Ok, allez-y jusqu'au fond. Vit l'arrêté interministériel numéro 02 cabinet VPM, ainsi de suite. Prenez la deuxième page. Essayez d'agrandir. Merci, descendez. Donc tout ça c'est encore de vie. Montez encore. Arrêtez. Ok. Article premier, le prix de référence du gaz de pétrole liquéfié, hein, de la zone ouest est celui fixé dans la tableau. Voilà. J'ai un problème avec mes yeux. Et en bas, qui a signé? La signature revient à qui? La signature. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Merci. Alors, arrangez-nous la grille
des tarifications. Arrangez-nous cela. Si c'est déjà prêt, vous pouvez balancer pendant que nous sommes en train de parler. Moukoko Samba fait un arrêté. Donc, au regard de ces éléments, la paternité de ces prouesses revient à Moukoko Samba et non à Doudou Fouamba, comme Rachel Kitita et Sango Israël Moutombo présentent cela dans leurs médias respectifs. Les faits sont têtus de Jean-Serge. Les faits sont très têtus. Voilà pourquoi les métiers du journalisme s'appuient sur des faits vérifiables et véridiques. Nous, on est en train de faire les travaux à leur place. Ils auraient dû faire ce que nous sommes en train de faire, mais ils ne l'ont pas fait. Mais nous, on le fait. On les aide. Peut-être qu'ils sont ignorants, mais nous allons les aider à mieux faire leur travail. Donc, les arrêtés sont là. Et ça, ce n'est qu'un arrêté. Ça, c'est l'arrêté par rapport à la zone ouest. Il y a aussi pour la zone sud, est, mais aussi nord. Parce que, comme je vous ai expliqué, chaque zone a ses spécificités, ses contraintes, ses réalités, qui fait que les arrêtés sont adaptés à cela. Et donc, ceux qui ont besoin de voir cela, ils peuvent passer chez vous. Ils peuvent passer à Ripti, vous rencontrer, vous avez l'arrêté, vous pouvez mettre ça à leur disposition. Pour les Thomas, les Saint Thomas. Maintenant, permettez-moi quand même de revenir sur une chose. Allez-y. J'aimerais moi relater la chronologie des choses, des faits. On est parti d'où pour atteindre ces résultats. Les Congolais doivent comprendre que lorsque le VPM arrive à la tête du ministère de l'économie, il a entre autres missions de redonner les pouvoirs d'achat aux Congolais. C'était un engagement du président de la République lors des élections, lors de la campagne. Et donc, pour y arriver, il met en place, on va dire, une stratégie qui est axée sur trois aspects, trois axes. Vous avez la lutte contre la vie chère, le redressement du secteur productif et la formalisation de l'économie informelle. Mais pour le point 1, qui est la lutte contre la vie chère, vous savez que les produits pétroliers jouent un rôle très important dans la définition des prix des produits sur les marchés. Parce que les produits sont importés, lorsqu'ils arrivent, il faut que le port à Matadi, à Boma, pour arriver dans les zones de consommation. Les produits arrivent à Kasumbalesa, mais pour que ça arrive à Lubumbashi, il y a des frais de transport qui sont engagés, des véhicules qui doivent consommer de carburant. Et ces carburants-là, en tant qu'importateur, vous devez prendre en compte tous ces détails-là dans le cadre de fixation des prix finaux ou des prix finaux des produits que vous vendez. Et donc, il s'est dit non. Je vais d'abord commencer par balayer tout ce qui ne marche pas au niveau de ces secteurs pour que cela puisse avoir une répercussion positive au niveau des prix. Parce qu'il faut protéger le pouvoir d'achat des Congolais. C'est comme ça que vous allez voir déjà octobre 2024, il fait un travail remarquable qui consacre la baisse des prix des produits pétroliers partant de 3300 quelque chose à 2800 quelque chose. Gasoil, essence compris. Première des choses. Mais il s'est dit, je ne me limite pas là. On parle de pertes et manques à gagner. Puisque l'État subventionne la consommation domestique, il s'est dit non. Mais pourquoi cette somme coûte autant à l'État? 250 à 280 millions par an. Énorme. En 5 ans, avec cette somme-là, ces rythmes-là de paiement, c'est plus d'1 milliard. Il dit, mais le pays a besoin d'argent pour autre chose. Donc, comment on fait pour d'abord évaluer et puis assainir? Ils l'ont fait. Aujourd'hui, le paiement des pertes et manques à gagner, grâce à l'assainissement qu'il a mené, fait que les pays ne payent aux environs de 30 millions l'an, plutôt que 280 millions comme c'était le cas avant son arrivée. Il fait économiser au pays près de 250 millions de dollars l'an dans ces secteurs que le pays perdait chaque année. Et c'est à cause de ça que le président de la République,
très épaté par ses résultats, il lui adresse une correspondance via son directeur de cabinet. On aura besoin de cette... Je vous enverrai ça de Jean-Serge. Ça a été relayé. Vous allez revenir. Il faudrait que nous ayons ça et que les téléspectateurs puissent les suivre. Je prends volontiers de Jean-Serge, je vous en apporterai. Et donc, le président remercie et l'encourage à continuer dans ce sens-là. Il continue son travail. Et donc, il se rend compte que l'État subventionne. Qu'est-ce qui était aussi à la base d'une telle enveloppe par rapport au titre de paiement et manque à gagner lié aux subventions? Il se rend compte qu'avec ses équipes, que non, la consommation qui devait profiter aux Congolais à 100% profite beaucoup plus aux miniers qu'à la population. Donc l'État paye beaucoup plus pour la consommation des miniers et une petite partie juste pour la consommation de la population. Il dit non, il faut arrêter ça. Oh, les miniers devaient prendre en charge leur propre consommation. Tout à fait, parce que là. Mais maintenant, c'est l'État qui le prenait aussi. Tout ce temps, l'État payait pour la consommation des miniers. Donc ces gens. La quasi-totalité des entreprises minières appartient aussi aux expatriés. Mais tout à fait. Donc, rien à voir avec une décision, une mesure économique qui tendait à soutenir les pouvoirs d'achat des Congolais ou des consommateurs, on va dire, domestiques. Vous comprenez? Et donc, cette décision, le VPM porte ses problèmes au niveau du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres prend acte et décide que cette histoire soit rectifiée. Et il y a d'ailleurs, dans le cadre du projet rectificatif des finances, de 2024, si ma mémoire est bonne, le gouvernement a inscrit cette rectification-là. Et donc, le Parlement aussi a entériné cela. Et ce qui a donné encore plus de pouvoir au VPM de poursuivre son travail. Et donc, dans la poursuite de ce travail-là, naît la nouvelle structure des prix à travers une réforme. Et cette réforme, comme je l'ai expliqué ici, elle est menée par le ministère de l'économie. Mais comme c'est un secteur qui implique aussi les hydrocarbures et les finances à un certain niveau, hydrocarbures, traçabilité, marquage moléculaire, les finances, collecte des recettes générées par les activités économiques, donc il fallait les associer. C'est la raison pour laquelle cette réforme a été faite, consacrée à travers l'arrêté interministériel. Donc, si le travail fait n'impliquait pas le secteur des hydrocarbures, moins encore le secteur des finances, ça serait un travail ministériel. Tout à fait. Mais puisqu'on a impliqué deux autres ministères dans ce travail-là, c'est comme ça qu'on appelle cela un arrêté interministériel. Alors, la fois passée, nous avons aussi présenté les communiqués du ministère des Finances, qui certainement, James ne va pas retrouver ça, mais s'il peut les retrouver, le numéro qu'on avait fait avec vous, il va voir ces documents, où le ministère des Finances, le directeur de cabinet de Doudou Fama reconnaît le travail fait par le ministère de l'économie. Et un peu en haut là, il a mis un travail de gouvernement, ministère des Finances, économie nationale et hydrocarbures. Mais dans le contenu, voilà, c'est ça je crois. Merci beaucoup James, merci. Le ministère des Finances, merci James, en tout cas merci. Vous voyez, c'est communiqué officiel du ministère des Finances où on reconnaît le travail fait par l'interministériel, mais à l'intérieur, je crois, si ce n'est pas le point 1, 2 ou 3, où on reconnaît le travail fait par le ministère de l'économie nationale. Tout à fait. Comment est-ce que Israël Mutombo, Sango, Bossolo en politique, a eu l'information en disant que non, c'est grâce au prouesse de Doudou Fama. Ou au moins encore Rachel Kitita, qui vient dire ce qu'ils ont dit. C'est comme ça que je donne raison à nos confrères de France 24 quand ils parlent de l'intox. Tout à fait. Et de l'info. Tout à fait. Donc, nous, on donne l'info avec les faits palpables. Mais elles n'ont pas de faits, ils viennent que donner l'intox. Tout à fait.
pour mentir dans la politique. La politique. Vous avez bien résumé la chose, mais la question c'est pour quelle fin, c'est pour quelle finalité. Ça, je veux maintenant attaquer cela. Si vous avez le temps, je vous accorde encore le temps de parler. Merci beaucoup, Négociant Serge. Maintenant, moi, par rapport à ce qui se passe, ce qui me irrite, je l'ai expliqué ici, des journalistes de cette trempe se comportent, on va dire, ils se mettent en marge des principes qui définissent en tout cas leur métier, les valeurs de leur métier, comme je l'ai dit. S'appuyer sur des faits vérifiables et véridiques, ils préfèrent venir désinformer. Mais la question c'est pourquoi ils font ça? Pourquoi y a-t-il une contradiction entre les communiqués officiels du ministère des Finances pour lesquels ils sont en train de mener une campagne pour leur attribuer des mérites qui ne leur appartiennent pas, et ce qu'ils racontent? Et ils disent quoi? Et ils disent que c'est Doudou Fouamba qui a réformé et qui a permis à l'État de réaliser une telle prouesse. Or, je viens de vous démontrer par des éléments factuels que ce narratif est une information qui est fausse, est un faux narratif. C'est un narratif qui est mis en place. Je voudrais dire comme Patrick Mouyaya, poison. Poison, ça c'est pas un poison rwandais, ça c'est un poison des finances. Je te dis, ça c'est vraiment inacceptable. Parce que déjà à ce niveau-là, je vous démontre qu'il y a une contradiction. En principe, si leur information était vérifiée, était vraie, ça ne devait pas contredire les communiqués du ministère des Finances, qui lui ne reconnaît pas ce qu'ils sont en train de raconter. Ah, donc en principe, les journalistes devraient vérifier avant de donner l'information. Effectivement. Et on constate que les journalistes, quel que soit leur trempe, n'ont pas vérifié l'information. Ils viennent simplement donner. Ils n'ont pas vérifié. Je ne sais pas ce qui se passe, que vous voyez quand vous prenez l'âge dans le métier, peut-être que pour d'autres personnes, ça vous donne de l'expérience pour mieux faire, ne plus commettre les erreurs du passé. Mais pour d'autres, c'est synonyme à une lenteur, on va dire, vous devenez un peu comme fainéant. Tu ne veux plus faire le travail comme il se faut, aller chercher, vérifier, contre-vérifier, et ils prennent juste et ils mettent. Ou peut-être ils sont motivés par d'autres choses. Il y a certaines langues qui disent aussi que les journalistes dans notre pays sont des gens qui sont achetables. Pour des raisons financières, ils peuvent se comporter de cette manière ici. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est ce qui s'est dit aussi. Maintenant, moi, quand j'ai réfléchi, j'analyse en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen congolais, qui est respectueux de la vérité, de l'honnêteté, Jean-Serge. Qu'est-ce que je me fais comme idée? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au niveau des médias. Moi, je ne suis pas en train de remettre en question les compétences du ministère des Finances ou les mérites des réformes qui ont été portées par le ministère des Finances. S'il y en a encore. Bien sûr, mais c'est eux qui savent. Ouais. Moi, je ne travaille pas là-bas et je ne suis pas vraiment les activités liées aux finances. Je suis beaucoup plus focalisé sur les questions sécuritaires, les questions économiques. Et donc, qu'ils me pardonnent, si j'avais aussi des informations liées à leur secteur, j'aurais peut-être pu le mettre aussi en avant. Voilà. Maintenant, je sais que je ne comprends pas. Pourquoi tout d'un coup, nous notons au niveau des réseaux sociaux, il y a un acharnement contre les ministres de Doudou Fouamba. Beaucoup de gens l'attaquent, il y a des dossiers ici et là, détournements, cette histoire, je ne sais pas ceux qui payent, je ne sais pas trop, j'ai vu ça sur Internet. En fait, il y a une espèce de campagne contre lui pour quelle finalité, je ne sais pas. Peut-être, ça c'est mon analyse, je me dis, peut-être que l'équipe de sa communication, parce que c'est leur travail aussi, c'est de protéger, de défendre aussi le travail et la personne du ministre. Face aux mensonges, face aux attaques et consorts. Et ça, c'est leur droit le plus légitime. Peut-être que dans l'analyse et dans la stratégie qu'ils ont mis en place pour défendre les ministères et les ministres, ils se sont dit, bon, nous allons alors mettre en place une stratégie à des niveaux.
communiquer officiellement et communiquer officieusement. Officiellement, on met en avant les communiqués. Je suis dans les hypothèses. Je ne confirme pas. Nous allons mettre en avant les communiqués officiels qui corroborent ce que moi je viens d'expliquer ici. À côté, officieusement, nous allons maintenant intensifier une communication où nous allons faire porter la paternité de ces mérites, parce que c'est quand même un résultat éclatant au ministre Doudou Fwamba et au ministère des Finances. Mais on va les faire à travers des grands journalistes, des grands influenceurs. Pourquoi? Parce que l'opinion, sachant que officiellement ça ne nous revient pas, nous allons les publier sur nos plateformes officielles, mais les gens, les Congolais ne regardent pas trop ce qui se passe au niveau des plateformes officielles des différentes institutions. Les Congolais est beaucoup plus dans les informations qui sont relayées par des journalistes, des influenceurs. Alors on va intensifier la communication à ce niveau-là où on fait porter la paternité au ministre Doudou Fwamba pour que l'opinion, avec quel narratif, moi, ministre des Finances, je suis arrivé à la tête du ministère des Finances, j'ai lutté contre les anciennes pratiques que vous, population, condamnez. Détournement, mauvaise gouvernance, impunité et autres. Et comment je le fais? Je le fais à travers des réformes. Ça, c'est les narratifs. À travers des réformes. Et entre autres réformes, celle-ci qui a permis au pays, grâce aux droits fiscaux liés aux produits pétroliers, faire passer les recettes de l'État de 4 milliards les mois à 79 milliards. Donc, puisque j'ai fermé les robinets, ces gens-là qui tiraient profit de cette largesse sont en train de tirer sur moi, sont en train de demander, exiger ma tête. Et donc, vous, population pour qui j'ai travaillé, voici la vérité et protégez-moi. Constituez un bouclier, en tout cas pour me protéger contre les attaques d'essayer, on va dire, entre guillemets, dans leur réflexion, à stratégie, les mafieux du passé, d'hier. Vous comprenez? Et donc, parce que moi, j'ai réfléchi, je me dis, mais comment ces gens peuvent bondir des contenus qui contredisent la version officielle du ministère des Finances? Pour qui ils sont en train de vanter les mérites d'avoir réalisé une chose qui ne lui appartient pas, que lui-même, ministère des Finances, ne reconnaît pas. Vous voyez? Donc moi, en tant que aussi quelqu'un qui m'y connaît très très bien en communication, pour avoir travaillé avec les grandes agences de communication de ce pays, j'ai eu à gérer des communications de crise, j'ai eu à gérer des questions liées à la communication politique. Je sais comment plus ou moins les choses se passent et se déroulent dans pareil environnement. Et donc, grâce à tout ça, cette expertise, j'ai réfléchi et quand j'ai fait cette analyse, je me dis que ça peut être cohérent. Mais ce n'est qu'une hypothèse de Kogent Serge. Mais ce que moi je vais donner comme conseil à nos amis, nos frères, notre frère et notre sœur, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont encore relayer. Parce que si cela s'avère être vrai, ma réflexion, ça voudrait dire que d'autres aussi vont entrer en danse. Journalistes, influenceurs. Et d'ailleurs, je vois même sur les différents médias, certaines pages publiées en disant les trois, d'autres disent les ministères de l'économie, ils mettent les DGDA en avant. Donc vous comprenez qu'il y a une stratégie qui a été finement élaborée et est en train d'être appliquée au niveau de l'opinion, au niveau des médias, pour influencer l'opinion par rapport à ces narratifs que moi je considère qui est en train d'être mis en place, quoi. Merci. James, on allait avoir les autres grilles de tarification, mais bon, là tu me fais pression à cause de ton temps que je n'ai même pas encore bousillé, mais tu me fais simplement pression. Alors on va bientôt se séparer avec toi selon James. Mais bon, du moins on a vu la grille de qui voilà, partie Est. Partie Est.
Il y a d'autres grilles. Pour la partie sud. Partie sud. Donc on a déjà nord, ouest et sud. Bon, merci. Tu peux te limiter là-bas, James, comme tu as besoin de te reposer. Tu peux te reposer. Un dernier mot avant qu'on se sépare avec toi pour ces numéros. Pour mon dernier mot, je dirais ceci. La vérité doit primer sur les métiers du journalisme. Un journaliste ne peut pas venir apporter sur la place publique de faits qui sont non vérifiés, non vérifiables et qui ne sont pas vrais. Ça, c'est la première. Ça, c'est un devoir pour tout journaliste crédible. Sinon, vous n'êtes pas un journaliste crédible et sérieux. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, un journaliste doit prouver ses faits à travers des éléments factuels. Nous, ici, de Jean-Serge, les gens qui nous suivent ont compris que nous ne racontons pas des choses. Nous apportons des faits avec des éléments factuels. Les comptes rendus du Conseil des ministres, la lettre de transmission du secrétaire général du ministère de l'économie, les différents arrêtés du ministre de l'économie, du VPM de l'économie, les différentes structures des prix des 4 zones économiques du pays. Je vous ai expliqué ici le rôle aussi de chaque ministère, hydrocarbures, exploitation, suivi de l'exploitation, économie, création des recettes à travers les structures de prix et les taxes au niveau du marché. Les finances viennent collecter et gérer l'argent mobilisé. Donc, ce sont des choses que vous devez retenir. Et sur base de ça, on ne peut pas aujourd'hui faire foi ou croire à ce que nos deux amis, nos deux frères que nous avons cités ici, frère et sœur Rachel Kissita et Israël Mutombo, Bosso dans la politique, sont en train de propager comme information. Le ministère lui-même des Finances ne reconnaît pas ce qu'ils sont en train de raconter. Les communiqués pondus par ces ministères, signés par les directeurs des cabinets, les démontrent clairement. Qui viennent nous dire d'où tire-t-il cette information, qui nous donne des faits, qui nous donne des éléments factuels qui, en tout cas, leur donnent le droit de publier une telle information. Sinon, pour finir, je dirais ceci. Lorsqu'un ministre est dans un gouvernement, il est membre d'un gouvernement. Il ne travaille pas pour son propre compte. Il travaille pour les biens de l'État. Donc, du gouvernement qui est l'institution qui l'emploie. Et donc, lorsque une action est menée de manière collective à un certain niveau, puisque c'est le cas, mais n'oublions pas qu'il y a une paternité, un devoir de dire la vérité. La vérité ici, c'est que le ministère de l'économie a initié la réforme, mais c'est aussi appuyé sur les deux autres ministères au regard des rôles qu'ils jouent dans le cadre de la gestion de la chose publique. Contrôle pour les hydrocarbures, de l'exploitation et les suivis, collecte de fonds et gestion pour les comptes du ministère des Finances. Mais ce ne sont pas ces ministères-là qui génèrent des recettes parce que c'est l'économie qui fixe le prix à travers la structure des prix et définit les taxes. Ça, c'est le moment de la fin. Que les gens restent éveillés et ne cèdent pas à la désinformation. Merci Narcisse pour ces éclaircissements que vous avez fait. Alors, vous qui nous avez suivis, il y a une certaine opinion qui pense qu'en journalisme, un journaliste ne met pas son opinion à lui au regard des faits. Je le concède, c'est tout à fait normal. Mais à l'université, on ne part pas apprendre pour être des répétiteurs. Non, non, non. À l'université, on est là comme étant des chercheurs. Donc, la personne a émis un point de vue, c'est un professeur, c'est un savant, que moi aussi, étudiant, journaliste, je peux aussi contredire. Sur ce, moi étant journaliste, je me dis non, moi aussi étant individu, faisant partie de la population, j'ai aussi mon point de vue.
Même je peux présenter mon point de vue tout en étant journaliste. C'est aussi normal. Aujourd'hui, on s'est battu pour qu'un journaliste reste aussi homme politique au même moment. Donc on a des députés nationaux, mais qui présentent toujours son émission comme étant journaliste. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui est à la fois avocat et député, à la fois médecin et député, mais sauf seulement quand on est journaliste, on ne peut pas être journaliste et député, mais on s'est battu pour que ça soit vrai. Aujourd'hui, on a des députés, au même moment journalistes. C'est aussi de la même manière, j'ai aussi un droit à émettre un point de vue. C'est que nos confrères ont fait et consoeurs, Israël Mutombo et Rachel Kitita, c'est de l'intox, c'est du mensonge au regard des éléments présentés par M. Narcisse. Donc, dorénavant, pour avoir la vraie information, suivez Rupture Télévision. Une émission très pédagogique. Ici, on ne vient pas crier. On ne veut pas dire, oh c'est chaud, oh c'est maîtrisable. Non, apportez-nous des analyses, apportez-nous des faits. C'est tout ce que nous on a besoin. Prouve aux téléspectateurs qui nous suivent que ce que vous dites est vrai. Ne venez pas faire de la comédie dans un plateau de télévision. Moi encore à nous journalistes, non, disons la vérité. Le délit de presse existe. Le délit de presse existe. Nous sommes arrivés à la fin, on se retrouve avec vous très prochainement avec d'autres invités et un autre numéro de Tolinga Congo. Merci.